chers amis auditeurs, bienvenue à cet épisode de la 4e saison de votre podcast préféré, North Africa Talks. Nous avons avec nous aujourd'hui Farid Alilad, journaliste et auteur du livre Karim Belkacem, un crime d'État. Avec lui, nous allons revenir sur les détails de cet assassinat politique dont a été victime un des pères fondateurs de la révolution algérienne. Farid, bienvenue sur North Africa Talk. Merci. Votre livre, Un crime d'État, explore un moment clé et sombre de l'histoire de l'Algérie, l'assassinat de Karim Belkacem. Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet et pourquoi maintenant en 2025? En fait, tout est parti, pour l'anecdote, tout est parti d'une photo. Une photo qui a été prise par Raymond Depardon, un photographe, célèbre photographe Raymond Depardon, qui a pris cette photo à la villa où séjournait la délégation algérienne, qui a négocié les accords d'Évian. Donc là, la photo a été prise en juin 61. Et sur cette photo, on voit Karim Belkacem assis attablé sur une véranda. Visiblement, il lit un document. Il avait la main sur le front. Il dirait qu'il était très fatigué. Et j'avais posé la question à Raymond Depardon parce que je l'avais rencontré et j'ai travaillé sur les photos qu'il a prises pendant la guerre d'Algérie et pendant les négociations. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi Karim paraissait si fatigué et si soucieux. Il m'avait dit quelque chose que je ne connaissais pas et quelque chose que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il m'a dit que il venait de subir une opération de la vésicule biliaire. Et effectivement, et j'en parle dans le livre, et j'ai même la photo, je publie la photo de Karim sur son lit d'hôpital à Tunis. Et donc, au mois de mars, Karim Belkacem est tombé gravement malade, si bien qu'on avait craint pour sa vie. Et d'ailleurs, il avait même fait venir sa femme et sa fille du Caire vers Tunis parce que le pronostic vital n'était pas engagé, mais on craignait pour sa vie. Et on imagine les conséquences que ça aurait pu avoir sur les négociations à Évian et peut-être même sur l'issue de la guerre. Donc, Karim a été opéré de la vésicule biliaire et cet épisode, je ne le connaissais pas. Et donc, à partir de cette photo, je commençais à réfléchir. Je me dis, voilà une figure de la révolution algérienne. Ministre, plusieurs fois ministre du GPRA, celui qui a, parmi ceux qu'on appelle les fils de la Toussaint, signataire des accords d'Évian, voilà, donc une des figures majeures de la révolution algérienne, qui a été assassinée sans que l'on sache aujourd'hui encore qui l'a assassiné, comment, dans quelles circonstances, pourquoi et qui a donné l'ordre. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'écrire l'histoire de cet assassinat, d'essayer d'aller vers la quête pour la vérité sur cet assassinat. Et donc voilà comment l'idée du livre est née. Bon, Karim Belkacem est une figure légendaire de la guerre d'indépendance algérienne, mais aussi une victime tragique de l'après-indépendance. Pour ceux qui découvrent son histoire, comment est-ce que vous pouvez résumer son parcours en quelques mots? Avant de répondre à la question, je voulais faire juste une petite digression ou des précisions. Pour ce livre, j'ai, à moins que tu préfères poser la question ultérieurement, mais peut-être que mieux vaut en parler maintenant. Pour ce livre,
j'ai eu accès aux archives de la police et de la justice allemande. Parce que la police et la justice allemande ont lancé une enquête dès la découverte du corps de Karim Belkacem, et l'enquête allemande a duré de 70 jusqu'à 83 ou 84. Et, ces archives, cette enquête de la police et de la justice allemande n'ont jamais été divulguées. Et donc, moi, je suis parti à la recherche de ces documents. J'ai pu les obtenir. C'est 1440 pages de documents. Énorme. Et donc, j'ai travaillé sur ces archives. Et donc, il y a tout dans les archives. Il y a les documents, il y a les preuves, il y a des photos, il y a tout. J'ai travaillé aussi sur des documents de la police française qui a mené elle aussi une enquête sur l'assassinat de Kim, pas aussi fouillée que l'enquête allemande, mais ils ont fait une enquête. Donc j'ai découvert des documents de la police française sur Karim Belkacem. J'ai travaillé aussi sur des documents des archives diplomatiques françaises sur Krim, sur Kim, sur Boumedienne, sur Fazli Malbah, sur beaucoup de dirigeants de la révolution algérienne. Et bien sûr, j'ai mes propres sources. J'ai eu la chance, la confiance des deux filles de Krim qui m'ont accordé leur témoignage, ainsi que des documents, des heures et des heures de discussion, et puis bon, et d'autres sources aussi sur lesquelles je me suis appuyé pour rédiger cette enquête. Voilà. Ceci pour éclairer un peu sur le contenu sur le support sur lequel j'ai travaillé. Il me semble que vous avez aussi eu accès aux archives consulaires suisses, diplomatiques suisses. Oui, absolument. J'ai aussi consulté les archives consulaires de la Suisse parce que, comme vous le savez, la Suisse a joué un rôle important dans les négociations à Évian. Bien sûr, la Suisse est connue comme le pays où se sont réfugiés, où ont vécu, où beaucoup de responsables de la nomenclature algérienne. C'est là où Karim Belkacem séjournait très souvent. J'ai eu aussi accès à d'autres documents, notamment par exemple les documents de la CIA. Qui n'a pas enquêté sur l'assassinat de Karim Belkacem. Il y a des documents de la CIA qui éclairent des épisodes de Karim Belkacem, notamment en ce qui concerne son procès, le procès où il a été condamné à mort par la Cour révolutionnaire d'Oran en 69. Et donc, qu'en est-il de son parcours en quelques mots? Karim Belkacem est monté au maquis à l'âge de 25 ans, en 1947. C'est là-bas qu'il a créé les maquis en Kabylie. Ensuite, bien sûr, il fait partie du mouvement du PPMTLD, de l'OS. Après, bien sûr, il est un des membres fondateurs du FLN avec d'autres, Boudiaf et Tahmed ainsi que d'autres. Et ensuite, plus tard, bien sûr, il devient membre du CCE, ministre des Armées, ministre de l'Intérieur, chef de la diplomatie, vice-président du GPRA, négociateur, chef de la délégation qui a négocié les accords d'Évian, signataire
des accords d'Évian. Ensuite, à l'indépendance, il est député de Tizi Ouzou durant la présidence de Bella. Il démissionne une année plus tard. Il rentre dans l'opposition et ensuite il est aussi homme d'affaires parce qu'il avait une bijouterie à Alger en association avec un Tunisien de confession juive. Donc, après, il devient opposant au régime de Boumedienne. Il fuit l'Algérie pour installer sa famille au Maroc. Il crée son parti, le MDRA. Et voilà. Et ensuite, sa vie s'achève dans cette chambre d'hôtel de Francfort le 18 octobre 1970. Je vais quand même commencer par ce qui fait un peu polémique dans votre livre, je pense. Vous avez aussi évoqué un côté sombre de Karim Belkacem, notamment durant la Révolution, son positionnement vis-à-vis de l'assassinat d'Abardan, le procès et l'exécution des colonels de l'ALN, etc. Est-ce que réellement Karim Belkacem avait ce côté sombre qu'on lui reproche et qu'on gardera assez longtemps en mémoire et qui plaidera pour beaucoup en faveur de son élimination plus tard? Il est indéniable que concernant l'assassinat d'Aban Amran, il est indéniable que Karim Belkacem ait pris une part dans cet assassinat. Ils s'en cachent pas. D'ailleurs, Aban Amran a été assassiné donc en 57, décembre 57, dans une ferme d'Étoile. Dans le livre, je raconte les détails de ce crime que moi j'appelle le premier crime d'État. Et je livre même les noms des personnes qui ont étranglé Aban Amran. Donc oui, bien sûr, crime est lié à l'assassinat d'Aban Amran aux côtés de Boussouf et Bentobel. Ils s'en cachent pas, ni lui, ni Bentobel, ni Boussouf. Cette affaire, ce crime reste, oui, une tache noire dans la vie de Karim Belkacem. Maintenant, pour ce dont vous appelez le complot des colonels, je vais prendre un peu de temps pour en parler. D'abord, ce que je voulais préciser, c'est que ce livre, bien sûr, c'est une enquête sur l'assassinat de Karim Belkacem, mais je ne pouvais pas aborder dans mon livre uniquement cette affaire d'assassinat. On ne peut pas comprendre l'assassinat de Karim Belkacem sans bien sûr parler de Karim Belkacem, de son enfance, de son engagement, de la guerre d'Algérie, de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et ensuite ce qui s'est passé après la guerre d'Algérie. Et j'en viens, donc je disais, la mort d'Aban Amran est un crime d'État. Le complot des colonels, c'est la première tentative de coup d'État. Donc les colonels, je vais résumer sans rentrer dans les détails. Donc ce sont des colonels qui ont été écartés par le GPRA. Ensuite, ils étaient envoyés au Moyen-Orient. Ils ont décidé de se rebiffer, de se rebeller. Donc ils étaient accusés de fomenter un coup d'État contre le GPRA pour décapiter le GPRA et avec la complicité et l'aide financière et politique de Nasser. Donc ils ont été arrêtés, jugés
Il y a une enquête, et donc ils ont été arrêtés, jugés par une cour martiale euh, qui a été présidée par Boumedienne. Et, euh, et donc ils ont été jugés et condamnés à mort. Les trois colonels qui ont été condamnés à mort. Et quand euh, ils ont été exécutés d'une manière absolument atroce, euh, puisqu'ils ont été étranglés avec des fils de fer, notamment par euh, le colonel Ahmed Béchir, qui deviendra plus tard patron de la gendarmerie nationale, et un certain Allahoum, qui deviendra plus tard euh, directeur du protocole au niveau de la présidence de la République sous Boumedienne. Les archives existent, mais malheureusement, on ne peut pas accéder ces archives, mais les archives existent. Et donc, les trois colonels ont été exécutés et, euh, euh, avec du fil de fer, et leurs corps ont été jetés euh, dans, dans une fosse. Ils ont failli être euh, euh, dévorés par des chiens, si ce n'est l'intervention d'un soldat de l'armée qui a décidé de leur creuser des tombes et de les enterrer décemment. Donc, et cette affaire du complot des colonels, pardon, est symptomatique des violences qui auront lieu plus tard euh, à l'indépendance. C'est-à-dire que la conquête du pouvoir, les ambitions à la conquête du pouvoir, euh, 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 charrient des violences parfois barbares. Et je fais juste une petite remarque au passage. Il y a cette constante dans les assassinats politiques de l'utilisation de l'étranglement, du garrot. Oui. Est-ce que vous avez une explication de cela? Parce que, bon, en criminologie, le garrotage, l'étranglement est une façon très, très personnelle d'exprimer son souhait que l'autre meure. Alors, en ce qui concerne Aben, donc Aben a été étranglé avec une ceinture. Euh, je pense qu'on a décidé de l'étrangler avec une ceinture pour ne pas utiliser une arme à feu, pour ne pas peut-être faire du bruit. Je sais pas, je m'explique pas peut-être, je m'explique pas l'usage de la ceinture. Peut-être, voilà. Mais voilà. Donc on a étranglé Aben avec une ceinture euh, et il est mort dans d'atroces souffrances comme on peut l'imaginer. En ce qui concerne les trois colonels qui ont été étranglés avec du fil de fer, euh, je, je sais que Crime a donné ordre à ce qu'ils soient exécutés euh, avec une balle. Mais ils ont été étranglés avec du fil de fer. Pourquoi je ne peux pas m'expliquer. Peut-être que ceux qui ont décidé de procéder à cette méthode barbare euh, voulaient peut-être les humilier encore plus, peut-être leur faire payer encore davantage. Et encore une fois, puisqu'on est dans la violence, il ne faut pas cacher cette violence parce que parce qu'on a un récit national euh, de, 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 de la guerre d'Algérie et bien sûr de l'histoire oui, de la guerre d'Algérie très très policé. On, on, euh, sur l'épisode euh, sur l'exécution des trois colonels, quand ils ont été exécutés, Blechliff a uriné sur la dépouille des trois personnes. Et la troisième personne qui a été exécutée, elle a réussi à échapper au,
assez geôlier. Elle a été rattrapée, ensuite, bien sûr, elle a été exécutée avec un fil de fer. Et donc, Ben Sherif, quand il les a exécutés, il a uriné dessus, il a dit, en substance, hein, j'ai pas l'expression avec sur moi, je vais peut-être la trouver. Il a dit euh, que les chiens les dévorent ou un truc comme ça. Euh, pour ce qui est du crime, je pense qu'on parlera plus tard de la façon avec laquelle qu'il a été exécuté, ou tu veux qu'on en parle maintenant? Non, c'est possible d'en parler maintenant, hein. Bon, donc Karim Belkacem a été étranglé, contrairement à tout ce qu'on a écrit depuis. Karim Belkacem n'a pas été étranglé avec une cravate, avec sa cravate. Il a été étranglé avec deux ceintures. Celui qui l'a étranglé a utilisé la ceinture de crime, et à force de tirer, la ceinture se casse. Et donc il prend une deuxième ceinture et il l'achève avec cette ceinture. Euh, et d'ailleurs, j'ai les documents visuels, on peut voir les deux ceintures avec lesquelles il a été exécuté. Euh, Pourquoi il a été exécuté avec une ceinture? Pourquoi il a été étranglé? euh, D'abord, je pense que il a été tué le 18 octobre 1970. Et je pense que le choix de cette date n'est pas fortuit. C'est l'anniversaire de la création de son parti, le MDR. Krim a créé son parti, le MDRA, le 18 octobre 1968. Il a été tué le 18 octobre. Et donc, je pense que ce n'est pas... c'est un choix politique. Pourquoi il a été étranglé? Je pense que ceux qui ont décidé de l'étrangler ont décidé, peut-être, se sont dit, je n'ai pas de, j'ai une supposition, hein, ils se sont dit, Ben Amman a été tué, étranglé, et Krim a pris part à cet assassinat parce que Krim était dans la ferme de Tétouan où Ben a été exécuté. Et donc, on a voulu le tuer de la même manière avec laquelle Ben a été tué. C'est une supposition. Mais en même temps, donc Krim a été exécuté dans une chambre d'hôtel euh, à, à Francfort. Je suppose que les assassins ont choisi cette méthode plutôt que de notre, notre méthode silencieux, une balle ou un empoisonnement. Cela dit, je précise qu'avant qu'il soit étranglé, il a été Endormi. endormi avec un puissant anesthésiant. J'aimerais rester sur peut-être ce côté sombre de Karim Belkacem. Un épisode que vous n'évoquez pas dans votre livre, vous l'effleurez à peine, vous vous attardez beaucoup sur une supposée relation avec la CIA ou au moins une prise d'attache avec la CIA. En Algérie, on a beaucoup parlé lors du procès, mais après aussi, et un peu avant, de relations établies entre le parti de Karim Belkacem, le MDRA, et Karim Belkacem lui-même avec le Mossad israélien. Oui. Est-ce que, durant votre enquête, vous avez trouvé des indices confirmant cela? Parce que ces détracteurs disent que il existe des indices documentés. Et qu'en est-il de la chose de votre côté, de par votre enquête? Je n'ai pas trouvé de documents qui attestent des liens
avec entre Karim Belkacem et, le Mossad ou des agents israéliens. Je n'ai pas trouvé dans les archives françaises, je n'ai pas, pas trouvé dans les archives de la police française. Je n'ai pas trouvé dans les archives du SDES, c'est-à-dire le contre-espionnage français. Je n'ai pas trouvé dans les archives de, de, les archives diplomatiques françaises. Je n'ai pas trouvé dans les archives de la CIA. Donc, le seul. Alors, qui a parlé des liens entre Karim Belkacem et le Mossad? C'est un témoin. Et là, on va arriver au procès de la Cour révolutionnaire d'Oran de 1969. Si tu veux qu'on en parle, En fait, oui, parce que personnellement, j'ai lu le livre et je trouve que il aurait peut-être fallu mieux s'attarder encore plus sur ce procès. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que moi, je n'ai pas eu, comme tu le sais, j'ai été refoulé d'Algérie en avril 2024. Donc, je suis interdit de séjour en Algérie. Donc, je n'ai pas eu la possibilité de retourner en Algérie pour enquêter en Algérie et notamment travailler sur les archives. Alors, sur ce procès, les seules archives qui existent, ce sont les archives de la presse nationale, c'est-à-dire le Moudjahid, le Jamhouria, et c'est tout. J'ai trouvé quelques archives sur ce procès, mais elles sont incomplètes parce que bon, c'est comme tu sais, en Algérie, l'archivage des documents n'est pas vraiment quelque chose de très professionnel. Donc, j'ai travaillé sur les archives de la presse nationale. Il faut savoir aussi que, bien que, et bien sûr, c'est les archives de la presse française qui en a rendu compte, même si, je le précise, la presse étrangère était exclue du procès. Et j'ai travaillé aussi sur, j'ai discuté avec deux ou trois témoins qui ont été poursuivis lors de ce procès. Et j'ai travaillé aussi sur des documents, je dis, des documents de l'ambassade de France en Algérie, qui a travaillé qui a documenté sur le procès, et bien sûr des documents de la CIA qui ont aussi documenté ce procès. Donc voilà le support sur lequel j'ai travaillé. Donc en recoupant tous ces documents, toutes ces informations, j'ai reconstitué le déroulé du procès. Donc, pour revenir aux accusations de collision avec les services de renseignement étranger. Donc, le procès qui s'est déroulé, qui a commencé en mars, procès de la Cour révolutionnaire où Karim Belkacem et d'autres membres du MDRA a été poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, tentative d'insurrection, etc. Ce procès ronronné jusqu'à ce que arrive un témoin clé qui a été exfiltré de France. Ce témoin s'appelle Akli Belhassan. Akli Belhassan, c'était l'ancien préfet de Tizi Ouzou. Il était pendant la guerre d'Algérie, il était
dans le cabinet de Delouvier. Il n'y a pas plus Algérie française que Delouvier. Ensuite, il devient sous-préfet de Dralmizan et préfet de Tizi Ouzou à l'indépendance. C'est un ami de Karim Belkacem et il est membre fondateur du MDRA et donc il était proche collaborateur de Karim Belkacem. En même temps, il travaillait comme agent de la sécurité militaire. Et donc, la veille du procès d'ailleurs, Karim Belkacem était avec Karim Belkacem à Paris. Et donc, le 5 avril, samedi 5 avril, il est exfiltré de Paris vers Marseille et de Marseille directement à Oran où il a été présenté au tribunal comme le témoin clé. Et c'est son témoignage, je dis bien témoignage, qui a enfoncé Karim et qui lui a valu la peine de mort. L'accusation ne reposait sur l'accusation de collision avec la CIA et le Mossad ne reposait sur aucun document. C'est la parole de Karim Belkacem. Karim Belkacem, il dit quoi? Il dit que Karim Belkacem a envoyé un émissaire aux États-Unis où il a été reçu par des membres de la CIA, des responsables de la CIA et d'autres responsables américains qui lui ont promis des armes, qui se sont engagés à former des commandos qui vont mener des opérations de force en Algérie pour renverser le régime du colonel Boumedienne. Et donc, Karim Belkacem disait que cet agent que Karim a envoyé a déjà conclu des accords avec la CIA qui allait financer, armer et former des commandos obéissant à Karim Belkacem. Donc, l'accusation reposait uniquement sur les paroles de Ekli. En consultant les archives de la CIA et du département d'État, je suis tombé sur un document qui relate la visite de ce soi-disant agent envoyé par Karim qui s'appelle Michel Lévy. Moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient dans l'entourage de Karim. Est-ce que vous connaissez ce Michel Lévy? Personne n'en a jamais entendu parler. Et en fait, ce Michel Lévy, il arrive au département d'État en avril 68. Il se fait passer par un collaborateur de Karim Belkacem et donc il demande à être reçu par le département d'État. Il est reçu par un sous-secrétaire au département d'État et il lui explique, il lui dit voilà, Karim Belkacem est un opposant, il veut instaurer la démocratie en Algérie, il va renverser le régime de Boumedienne, nous allons travailler, il veut travailler avec les Américains, et donc nous sollicitons votre aide. Et il a reçu une fin de non-recevoir de la part de ce sous-secrétaire le sous-secrétaire a fait un compte-rendu à un membre de la CIA et il a reçu une réponse sèche et négative de la CIA, aucun contact avec cet émissaire. Et le compte-rendu de cette rencontre existe dans les archives. J'ai pu le retrouver. Et donc, tout ce que disait Karim Belkacem était faux. Il n'y a jamais eu de rencontre entre cet émissaire
à supposer qu'il travaillait pour Karim Belkacem. Donc il n'y a jamais eu de rencontre entre cet émissaire et des membres et des responsables de la CIA, pas plus qu'il n'y a jamais eu d'intention, ni du département d'État, ni de la CIA, ni d'une quelconque autre institution américaine pour aider, financer, armer Karim Belkacem. Donc l'accusation de collision avec la CIA est totalement fabriquée. Elle ne reposait que sur la parole de Karim Belkacem. Ceci pour l'accusation de collision avec la CIA, parce que j'ai pu le documenter. Les documents existent. Karim Belkacem dit aussi que Karim Belkacem avait des contacts avec le Mossad, avec des agents des renseignements israéliens, dans le même objectif, déstabiliser et renverser le régime de Boumediene. Mais là, je te dis, je n'ai trouvé aucun document. Peut-être que si quelqu'un fait de plus en plus recherche, peut-être qu'il faut aller consulter les archives du Mossad si elles sont consultables. Mais je n'ai trouvé absolument aucun élément, aucun document qui évoque des liens entre Karim Belkacem et le Mossad. Dans votre livre, vous décrivez Karim Belkacem comme un homme passé du statut de héros national à ennemi d'État. Comment est-ce que vous expliquez cette transformation et quels ont été les moments clés, surtout du point de vue de la rupture avec le pouvoir algérien post-indépendance? Bon, le premier... d'abord, Karim s'était opposé à l'armée des frontières de Boumediene et de Ben Bella qui ont pris le pouvoir par la force en 62. Il n'est pas le seul, il y avait Aït Ahmed qui s'était opposé, il y avait Boudiaf, etc. Donc, dès l'indépendance, Karim Belkacem s'est positionné comme un opposant au régime, un opposant pacifique, bien sûr. Il a été, comme je te dis, il a été député de Tizi Ouzou, mais une année plus tard, il décide de démissionner en 63 et il part s'installer à Versailles avec sa famille. Et plus ou moins, il fait pas de politique, il fait des affaires, il voyage beaucoup. Et ensuite, en 64, Ben Bella le convainc de revenir en Algérie, donc il revient en Algérie et ensuite il y a eu le coup d'État de 65 et là encore Karim n'est pas rentré dans une opposition frontale avec Boumediene. Il n'a pas cautionné, bien sûr, il n'a pas cautionné le coup d'État, mais il n'est pas rentré dans une opposition frontale. Si tu veux, le parcours de Karim Belkacem bascule dans la nuit du 4 août 1967. Dans la nuit du 4 août 1967, Karim Belkacem, dont on vient de parler, vient le voir chez lui pour lui dire il faut absolument, impérativement, que tu quittes Alger, parce que tu vas être arrêté incessamment. On ne sait pas pourquoi il va être arrêté, mais Belkacem le convainc de fuir incessamment le pays. Et d'ailleurs, cette nuit-là, Karim décide de prendre ses enfants, sa femme, et de prendre la route vers le Maroc, où il va être
accueilli par le roi Hassan II en raison de l'amitié qu'il entretenait avec lui. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que en tant que vice-président du GPRA, en tant que membre, en tant que figure de la Révolution, Ikrim avait de très très bonnes relations avec les Marocains. Donc, c'est le début de l'exil. L'exil de Krim commence donc le 4 août 67. Donc, il installe sa famille en Maroc. Et lui, bien sûr, voyage un peu partout dans le monde. Et il devient opposant au régime. Et, et il le devient encore plus en créant le MDRA en 68. Et là, il devient une menace pour le régime de Boumedienne. Il devient une cible à abattre. Il devient un traître. Il devient un mercenaire. Et donc, un mercenaire qu'il faut taire, qu'il faut faire taire, pardon. Un mercenaire qu'il faut éliminer. Et la première phase d'élimination, c'est la condamnation à mort sa condamnation à mort par la cour révolutionnaire d'Oran. Pour la petite anecdote, mais pour moi, comme tu l'as lu, elle est importante. Le procureur de la cour révolutionnaire d'Oran est Ahmed Daraya, patron de la police nationale. Je pense que le choix fait par Boumedienne, qu'on connaît très machiavélique, n'est pas anodin. Bien sûr, la composante de la cour, c'est Boumedienne qui les a choisis. Donc, il a choisi comme procureur Ahmed Daraya. Il sait très très bien, Boumedienne, que Ahmed Daraya faisait partie du complot des colonels dont on a parlé et dont le tribunal était présidé par Boumedienne. Il sait très bien que Ahmed Daraya a été condamné à 2 ans de prison pendant ce procès, le procès des colonels. Hein. Il sait très très bien que, je vous ouvre une parenthèse, mais c'est très important. Lorsque les colonels, ces colonels ont été arrêtés, ils ont été arrêtés à Tunis, dans une maison en Tunisie, pardon, pas à Tunis, en Tunisie. Et donc ils ont été arrêtés et Ahmed Daraya, qui a assisté à cette réunion, a réussi à s'enfuir pour rejoindre le territoire national. Et donc, quand ils ont été arrêtés, les colonels, donc, il y a eu une délégation de responsables des maquisards algériens en Algérie qui sont partis voir Karim Belkacem. Et cette délégation était présidée par Chedli Benjedid, qui deviendra plus tard président de la République. Et donc, cette délégation est partie voir Karim Belkacem pour demander est-ce que les colonels ne soient pas exécutés. Et il demande est-ce qu'il y ait une discussion, une grâce, et qu'ils ne soient pas exécutés. Karim pose une condition. Il dit, avant toute chose, je veux que vous livriez Ahmed Daraya. Et Chedli et les autres, ils ont fini par livrer Ahmed Daraya, qui sera donc jugé, condamné à 2 ans de prison. Et donc, donc le choix c'est cet homme que Boumedienne a choisi pour être procureur, le procureur qui a requis la peine de mort contre Karim Belkacem. Où est-ce qu'on a été? Parce que parfois je fais des digressions. C'était quoi la question, pardon? Ma question, c'était quels étaient les moments clés
Ah oui, dans donc lesquels oui. il y a eu le basculement. Voilà. Et le premier, l'avant-dernier basculement, euh, c'est la condamnation à mort de Karim Belkacem et d'autres personnes par la Cour révolutionnaire d'Oran en avril 69. Et je précise quelque chose. Il y a eu, au lendemain de ces verdicts, je vais 2 secondes parce qu'il me semble que c'est important euh, de le dire. Euh, alors, au lendemain du verdict, il y a eu un écrit que j'ai retrouvé dans le quotidien El Moudjahid du 8 avril. Je crois qu'il a été aussi publié dans un autre journal à Oran, le Jumhuriya. Alors, c'est un appel au meurtre contre Karim Belkacem. Il dit ceci. Tout Algérien se doit d'être l'auxiliaire de la justice en exécutant la sentence de mort en tout lieu et en tout moment. Vous imaginez, c'est un journal gouvernemental qui demande à tout Algérien d'exécuter, de passer à l'acte pour exécuter Karim Belkacem. Donc, si vous voulez, Ça, c'est euh, 20 ans avant la fatwa contre Salman Rushdie. voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une fatwa contre Karim Belkacem le lendemain de sa condamnation, un appel au meurtre. Et je pense que le compte à rebours a commencé ce 8 avril. Et vous parlez aussi d'une conspiration du silence qui entoure ce crime. Comment ce silence a pu être maintenu aussi longtemps et quels intérêts servait-il au sein du régime algérien de l'époque? Selon vous, pourquoi l'assassinat de Karim Belkacem a-t-il été si longtemps occulté dans le récit national? Vous avez même cité une petite anecdote, la courte entrevue entre Madame Karim et le président Bouteflika. Les deux filles de crime, les deux filles de crime, Belkacem rencontrent en 2012 le président Bouteflika lors d'une cérémonie à Alger, célébration du 1er novembre, et elle lui pose la question quand est-ce qu'on peut, va-t-on savoir un jour la vérité sur l'assassinat de notre père? La réponse de, de Bouteflika, qui était un peu agacé par cette demande, c'était vous croyez que les Algériens sont prêts à, euh, à subir un tel séisme? C'est-à-dire que, bien sûr, euh, Bouteflika, comme d'autres responsables, connaissaient la vérité sur l'assassinat de Karim, mais ils l'ont jamais divulgué, tout comme tous ceux qui étaient mêlés de près ou de loin à l'assassinat de Karim Belkacem. Nous sommes face à un crime d'État, un crime politique, qui est plus commis à l'étranger. C'est un crime commis sur une figure nationale, euh, un membre fondateur du FNL, l'homme, avec d'autres bien sûr, qui a déclenché l'insurrection du 1er novembre. Encore une fois, je le dis, ministre, vice-ministre du GPRA, vice-ministre du GPRA, celui qui a signé les accords d'Évian. Donc cet homme, qui est une figure nationale, a été exécuté sur ordre d'Alger par des agents envoyés d'Alger. Et ce crime, 55 ans après, non seulement il reste impuni, mais il y a un tabou, une chape de plomb qui empêche que la vérité éclate. Un jour, on a posé la question à Kazim Albah. Kazim Albah, qui était chef de la sécurité militaire entre 62 et 80, je crois, si ma mémoire est bonne. Il a été relevé de ses fonctions en 1980. Donc, Kazim Albah était le patron de la sécurité militaire, donc la police politique.
euh, euh, Qasim al-Bah connaît, bien sûr, comme maître espion, il connaît, il sait la vérité. Il sait qui a tué Karim Belkacem, qui a commandité le crime, dans quelles circonstances. Et d'ailleurs, on lui a posé un jour la question, et je le dis dans le livre. Les journalistes lui ont posé une question et lui ont dit, est-ce que la sécurité militaire est mêlée à l'assassinat de Karim Belkacem? Il a dit, ce ne sont pas les services qui sont impliqués dans l'assassinat de Karim Belkacem. Un jour, dans un meeting public à Gardaïa, je crois, ou à la droite, meeting public tenu en 1991, je n'ai pas exactement les dates, il a dit, un jour, je donnerai les noms de ceux qui ont assassiné Karim Belkacem. Donc il connaît la vérité. Il ne l'a jamais divulgué. En plus, il est assassiné lui-même. Lui est assassiné en 1993 par un groupe terroriste. Donc lui est parti avec ses secrets. Boumedienne, bien sûr. Boumedienne, qui était l'homme le plus puissant du pays à l'époque, dans les années 60 et 70, connaissait la vérité, mais il est parti avec ses secrets. Et d'ailleurs, dans le livre, je raconte, j'interroge un témoin qui a posé la question à Boumedienne sur l'assassinat de Karim Belkacem. La scène se déroule, je crois que c'était, la date exacte, je crois que c'était le 14 octobre 1978, à Moscou, où Boumedienne a été évacué pour soigner un mal incurable. Donc cette nuit-là, Boumedienne reçoit son ami conseiller, confident, Talb Ibrahimi. Et moi, je posais la question à Talb Ibrahimi, c'est lui qui me raconte ça. Et donc Talb Ibrahimi pose la question à Boumedienne, il lui dit, est-ce que tu as quelque chose à voir avec l'assassinat de Karim Belkacem? Et il lui dit, ce n'est pas moi, c'était un règlement de compte pour des histoires d'argent. Donc, ce que moi j'appelle la conspiration du silence, c'est que 55 ans après, officiellement, on n'a jamais reconnu que crime est victime d'un crime d'État. Il n'y a jamais eu d'enquête officielle en Algérie. On n'a jamais jugé ou arrêté, ou plutôt, on n'a jamais fait d'enquête. Bien sûr, on n'a jamais jugé les membres du commando. Je parle des 3 membres du commando. Et je peux te dire autre chose. C'est que le chef du commando qui a assassiné Karim Belkacem, il vit tranquillement aujourd'hui en Algérie. Ça sera l'objet de ma prochaine question. Ah, d'accord. Okay. Donc, continue sur ça. Donc, ce que j'appelle la conspiration du silence, c'est cette omerta officielle autour de l'assassinat de Karim Belkacem. Même quand il a été réhabilité en 84, quand Chedli est arrivé au pouvoir, en 84, il a décidé de rapatrier les restes de la dépouille de Karim Belkacem et d'autres personnes, notamment les 3 colonels qui ont été exécutés, et de les enterrer dans une cérémonie officielle à El Alia. Et d'ailleurs, j'ai publié la photo de cette cérémonie pour réhabiliter leur mémoire. Mais là encore, on n'avait pas. Chedli savait qui avait tué. En réhabilitant Karim Belkacem en 84, il savait qui a tué Karim Belkacem. Il savait comment il a été tué, pourquoi il a été tué. Mais il ne l'a jamais dit.
comme je l'ai dit, tout comme Bouteflika qui est parti avec ses secrets. Voilà ce que j'appelle la conspiration du silence. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu pour qu'on sache exactement comment Karim Belkacem a été tué, dans quelles circonstances, pourquoi et qui l'a tué. Mon livre répond à ces questions. Dans votre livre, justement, vous identifiez le chef du commando avec deux autres complices qui, eux, ne sont pas identifiés. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une petite Oui, pardon. je vais ouvrir une toute petite parenthèse sans trop dévoiler du livre, mais on sent qu'il y a eu dans ce cas-là une implication marocaine aussi. Oui. Et ce que j'aurais aimé comprendre, c'est que vous identifiez très très bien la source marocaine qui a procédé à cette aide logistique. Oui. Et vous lui j'ai l'impression que vous lui imputez à elle seule la responsabilité de cette aide, et non pas de l'État marocain ou du Royaume du Maroc. Bon, ça c'est entre parenthèses. Pourquoi est-ce que vous pensez que la justice allemande n'a pas pu aller plus loin, et que nous dit cette impunité sur les relations algéro-allemandes de l'époque? Alors, on va procéder étape par étape. Karim Belkacem a été tué par un commando de 3 personnes. J'ai identifié 2 personnes. L'un qui s'appelle Hamid Eitmaspar, qui est un ancien du Mal, un capitaine colonel des services de la sécurité militaire, contre lequel la justice allemande a délivré plusieurs mandats d'arrêt internationaux qui n'ont jamais été exécutés. Bon. Le deuxième, c'est un certain Ouslimani, qui était au cabinet de Mohamed Saïd pendant la Révolution et après la Révolution, quand Mohamed Saïd était ministre, je ne me souviens plus. Le troisième, je n'ai pas pu l'identifier parce que tous les trois se sont voyagés et se sont présentés en Allemagne et dans cet hôtel avec des faux noms. Des faux passeports marocains. Et c'est là où j'en viens au volet marocain. Donc, ils ont voyagé avec des faux passeports marocains. Qui aurait pu fournir les passeports marocains, si ce n'est la partie marocaine. Je reviens en arrière. Voilà. Karim s'est installé au Maroc, comme je l'ai dit, il s'est installé en 1967. Le roi Hassan II lui a octroyé une villa à Rabat, ainsi qu'une aide financière et une protection. Je ne sais pas si c'est particulier à Karim ou égard aux relations qu'il avait avec Mohamed V, ensuite Mohamed Hassan II, ou si ces privilèges ont été octroyés, cette protection a été octroyée au nom du fait qu'il était figure de la Révolution. Toujours est-il que à partir de septembre 67, donc la famille de Karim s'est installée au Maroc, elle était sous la protection de Hassan II, et lui-même, il avait une protection personnelle, les gardes-corps, et ses enfants avaient des gardes-corps. Donc, et bien sûr, il était aussi sous surveillance des hommes du général Oufkir. Donc, le 8 octobre 70, Karim Belkacem prend l'avion de Casablanca vers Lausanne.
Genève. Et bien sûr, comme je l'ai dit, tous les mouvements, les déplacements de Karim Belkacem au Maroc faisaient l'objet d'une surveillance. Et comme par hasard, le lendemain, c'est-à-dire le 9 octobre, le lendemain, le chef du commando, donc Ait Mesbah, prend l'avion d'Alger vers Paris pour traquer, pour mettre au point le plan d'élimination de Kim Belkacem. Comment pouvait-il savoir que d'Alger, comment pouvait-il savoir que, que Kim Belkacem avait voyagé la veille vers Paris, vers la Suisse, si ce n'est une complicité quelque part au niveau d'une institution au Maroc. Quelle était l'institution qui pouvait euh, euh, aider les services spéciaux algériens, si ce n'est Général Oufkir. Donc voilà, pour ce qui est de, de, de- d'une complicité niveau marocain. Euh, Maintenant, euh, s'agissant du chef de commando, donc je t'ai dit, euh, Ait Mesbah connaissait Karim Belkacem depuis la guerre d'indépendance. Ait Mesbah faisait partie du MALG, il a été formé par le MALG. Ensuite, en 59, il a été arrêté au cours d'une opération euh, de l'ALN euh, dans l'est du pays. Il a été arrêté. Ensuite, il a été soumis à la question, torturé. Bien sûr, il a livré des documents, des informations. Ensuite, il a été libéré. C'est extrêmement difficile. J'ouvre une parenthèse, c'est extrêmement difficile d'enquêter euh, sur un officier de la sécurité militaire. Quelqu'un de très mystérieux. C'est très difficile d'enquêter sur lui. Bon, j'ai réussi à avoir des informations sur son parcours. Donc, euh, après les accords d'Évian, Ait Mesbah rencontre Boumedienne à Tunis. Boumedienne lui demande de venir travailler avec lui. Il le rejoint. Ensuite, euh, en 62, il part se soigner en Allemagne parce qu'il a gardé des séquelles de ses tortures. Et donc, il a vécu en Allemagne. Et vécu en Allemagne, il parle bien allemand. Et pour moi, c'est un détail qui est important par rapport à l'assassinat. Et donc, il revient en Algérie en 65. Et donc, il intègre le service opérationnel de la sécurité militaire. Et il était très lié avec Boumedienne. Et donc, c'est lui qui a été choisi pour, euh, pour diriger ce commando qui a éliminé Karim Belkacem. Et donc en fait, ma question portait aussi sur l'enquête, pourquoi elle n'a pas abouti en Allemagne, à votre avis? Oh, non. Alors, euh, comme je l'ai dit, il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés par contre les trois membres du commando. Donc, la première difficulté des enquêteurs allemands, c'est d'identifier les trois membres du commando. Comme je l'ai dit, ils voyageaient avec des fausses identités, des faux passeports marocains. Donc, il fallait identifier les trois membres. Donc, donc l'enquête a duré plusieurs mois avant que on puisse identifier clairement euh, euh, Hamid El Masbah, Mohamed Slimani et le troisième dont on n'a jamais
Le troisième, c'est celui qui a étranglé Krim. J'ai sa photo, mais je suppose que c'est un tueur à gages qu'on a recruté, ou un voyou, je ne sais pas, qu'on a recruté à Alger, en Algérie, et ensuite peut-être, et après de retourner en Algérie. Est-ce qu'il vit ou pas? Est-ce qu'il a été éliminé? J'ai aucune idée. Voilà, c'est un mystère. Donc les Allemands identifient les membres du commando. Il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre. Moi, j'ai les copies des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés, notamment contre Hamid El Masbah. Ils n'ont jamais été exécutés. Lui-même, Hamid El Masbah, dit que après l'assassinat de Krim, il voyageait souvent à travers le monde sans jamais être inquiété. Est-ce qu'il y a une complicité allemande dans la gestion de l'affaire Kim Belkacem? Je ne parle pas de complicité dans l'assassinat. Je parle de la gestion. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le chef de la police allemande, police fédérale allemande, Paul Dikoff, était un ami intime de Ahmed Daraya, chef de la police algérienne. J'ajoute un détail qui me paraît très important. Ce Paul Dikoff était un officier SS nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, ensuite qui a été récupéré par la CIA. Après, il est monté en grade et il est devenu patron de la police allemande. Au moment de l'assassinat de Karim Belkacem, Paul Dikoff était aussi président d'Interpol. Donc, patron de la police fédérale, président d'Interpol et ami intime d'Ahmed Daraya. Est-ce que cette amitié l'a conduit à ne pas diffuser les mandats d'arrêt internationaux? C'est possible. C'est possible. Je vais pas déflorer tout le livre, mais il y a un chapitre que tu as lu dans lequel je révèle des détails extrêmement troublants entre Ahmed Daraya et un officier des renseignements extérieurs allemands concernant l'assassinat de Karim Belkacem. Ce que je dois préciser, c'est que depuis 1963, il y a eu une étroite collaboration entre la police algérienne et la police allemande, qui a été chargée du temps de Ben Bella de former la police algérienne. Et ce sont d'anciens SS qui ont combattu sous Hitler, qui ont formé des policiers algériens. Et je pense que cette coopération a un lien avec l'assassinat de Karim Belkacem. Je précise que j'ai retrouvé dans les archives et là de la CIA 2 visites que Ahmed Daraya, patron de la police nationale, a effectuées en Allemagne, dont une avec un certain Salah Vespa. Certains connaissent pour son passé sulfureux et pour avoir été commissaire à Alger. Donc, pour moi, il y a une complicité de la part du patron de la police allemande à propos de l'assassinat de Karim Belkacem, parce que je ne m'explique pas comment, d'un côté,
la justice allemande délivre des mandats d'arrêt internationaux et que le chef du commando voyage sans être inquiété. Et je précise, encore une fois, que le chef du commando vit aujourd'hui, le plus normalement du monde, à Alger, et qui n'a jamais été inquiété. Oui. Euh, à la fin du livre, on comprend que, en tant qu'ordonnateur, vous avez identifié ou isolé 4 personnalités majeures dans votre récit. Bon, vous citez le président Boumedienne, M. Qazdem Merban, M. Ben Cherif et Daraya. À votre avis, qui porte la responsabilité ultime de ce crime et pourquoi reste-t-il difficile de trancher définitivement? Et on le voit, vous hésitez beaucoup, par exemple, dans un processus juridique, vous hésitez beaucoup à incriminer directement ou pleinement Houari Boumediene. Je ne suis pas un juge, je suis un enquêteur. Donc, j'enquête sur la base de documents dont je dispose, de témoignages et de recoupements. Nous sommes, encore une fois, dans un cas de... Nous sommes dans un crime d'État. Et tu le sais très bien, tout le monde le sait très bien, que dans des crimes d'État, il n'y a pas de traces écrites. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais un document où il est stipulé que tel responsable a signé l'ordre d'exécuter Karim Belkacem. Donc, ça, c'est l'ultime preuve qui peut m'amener vers celui qui a commandité le crime, qui l'a ordonné. Je ne pense pas qu'il existe un document signé par une personne qui atteste que c'est lui qui a donné l'ordre d'assassiner Karim Belkacem. Ceci dit, il y a des archives, de la présidence. J'espère qu'un jour, l'opinion, enfin, on pourra les consulter. Donc, à partir du moment où nous sommes face à un crime d'État, il m'est impossible de trancher définitivement sur le nom de la personne qui l'a commandité. Comme vous dites, j'ai identifié 4 responsables qui, chacun, a toutes les raisons d'être le commanditaire. Bien sûr, Boumediene a toutes les raisons du monde pour éliminer Karim Belkacem. Il était président, il était patron de la sécurité militaire, il détenait tous les pouvoirs, ministre de la Défense. C'est lui qui a poussé Karim Belkacem à l'exil, c'est lui qui l'a fait condamner en 69 à mort en 69. Donc, lui considérait Karim Belkacem comme un traître, un mercenaire, un agent des services étrangers, quelqu'un qui voudrait le renverser. Donc, il a toutes les raisons du monde d'être le commanditaire de cet assassinat. Et puis, quand bien même il ne serait pas commanditaire de cet assassinat, il a couvert cet assassinat. Parce que rien ne pouvait se faire à l'époque sans l'aval de Boumediene. Encore moins l'élimination d'une figure de la Révolution. Donc, Boumediene a toutes les raisons du monde d'être le commanditaire, ou du moins de connaître le commanditaire. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent accréditer l'idée que ce n'est pas lui qui a directement ordonné son assassinat. Je ne vais pas encore spoiler le livre, mais peu avant sa mort,
Karim Belkacem est entré en contact avec un émissaire que j'ai identifié, dont j'ai donné le nom, et donc le nom, je l'ai trouvé dans les archives allemandes. Donc, Boumedienne a entamé des négociations via cet agent avec Karim Belkacem en vue du retour de Karim Belkacem en Algérie. La fin de l'exil et le retour de Karim Belkacem en Algérie. Donc, les négociations, les discussions ont duré plusieurs mois, elles ont eu lieu à Paris, elles ont eu lieu à Genève, et les deux parties étaient tombées d'accord, et Karim Belkacem avait même annoncé à ses proches la date de son retour en Algérie, qui était début 71. Donc, Karim Belkacem devait entrer en Algérie début 71. Ensuite, sa famille le rejoindrait. Cette décision a été prise suite à l'accord qu'il a eu avec Boumedienne au terme de ces négociations. Donc, d'un côté, on peut dire que Boumedienne est le commanditaire, mais en même temps, Boumedienne a conclu un accord avec Karim Belkacem pour qu'il rentre en pays. À moins vraiment de jouer double jeu ou d'être cynique, je ne vois pas comment d'un côté il conclut un accord avec Karim pour qu'il rentre au pays et de l'autre côté ordonner son assassinat. Mais encore une fois, je ne tranche pas. On ne peut pas trancher. Encore une fois, je ne suis pas juge. Je ne suis que journaliste. Je mets en place des éléments. Donc, Boumedienne. Le deuxième personnage, j'ajoute quelque chose, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais déflorer le livre. Boumedienne voulait que Karim Belkacem soit enterré en Algérie et qu'il décrète un deuil national de 3 jours. Et je donne tous les détails de ça qui m'ont été livrés par la propre famille de Karim Belkacem. Donc, Boumedienne aurait pu être le commanditaire. Et il aurait pu aussi ne pas être le commanditaire. Mais en aucune façon, on ne peut dédouaner Boumedienne du fait qu'il connaissait les auteurs de l'assassinat, les commanditaires, mais il n'a jamais ordonné une enquête, pas plus qu'il n'a dit la vérité sur la mort de Karim. Le deuxième personnage, c'est bien sûr Kazim Albah, comme je l'ai dit. Kazim Albah, c'est le patron de la sécurité militaire. Le chef du commando appartenait à la sécurité militaire. Et donc rien ne se faisait sans l'aval du patron de la sécurité militaire. Surtout pour l'assassinat d'une figure de la Révolution telle que Karim Belkacem. Donc, dès lors que le chef du commando est issu des services de la sécurité militaire, dès lors que rien ne pouvait se faire sans la sécurité militaire et connaissant la puissance de la police politique à l'époque, tout indique que la mort de l'assassinat de Karim a été commandité par le patron de la sécurité militaire. Mais là encore, lui, publiquement, il a dit ce ne sont pas les services. J'ai retrouvé 4 témoins qui ont interrogé chacun Kazim Albah. Les 4 témoins m'ont certifié que Kazim Albah leur a dit ce ne sont pas mes services qui ont tué Karim Belkacem.
est-ce que cela le disculpe? Je ne peux pas être affirmatif. Donc, pour moi, tout indique que, euh, que Kazim Al-Bah pourrait être le commanditaire, mais en même temps, les négociations qui étaient entamées entre Boumedienne et Kim Belkacem, c'est Kazim Al-Bah qui les supervisait. Kazim Al-Bah a rencontré Kim Belkacem à Paris. Je ne vois pas d'un côté comment Kazim Al-Bah. Allô? Tu m'entends? Bien sûr, continue. Ah, ok. Donc, d'un côté, Kazim Al-Bah qui négocie avec Karim Belkacem un retour en Algérie avec des garanties. Je vais pas. Ces garanties, je les ai énumérées dans le livre. Avec des garanties, et d'un autre côté, mener une opération d'assassinat de, Karim Belkacem. Mais là encore, il n'y a pas de preuve écrite. Il n'y aura jamais de preuve écrite. De toute façon. Ensuite, le troisième, c'est Ben Cherif. Pourquoi je parle de Ben Cherif? Ahmed Ben Cherif, patron de la sécurité, patron de la gendarmerie nationale. Parce que j'ai retrouvé un document dans les archives allemandes, dans lequel Ben Cherif envoie un émissaire et un proche du crime, je ne vais pas rentrer dans les détails, en 69, pour lui proposer d'assassiner Karim Belkacem. Donc il y a déjà, de la part d'Ahmed Ben Cherif, une volonté d'éliminer Karim Belkacem et une approche pour l'éliminer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait de lui aussi potentiel commanditaire. Et le quatrième personnage, c'est bien sûr Ahmed Daraya, le patron de la police nationale, qui aussi a toutes les raisons pour éliminer Karim Belkacem. Mais concernant Daraya, je ne vais pas m'étaler, je vais laisser le suspense pour que les gens découvrent pourquoi Ahmed Daraya est potentiellement celui qui a ordonné l'assassinat de Karim Belkacem. Mais encore une fois, je le répète, jusqu'à présent, on n'a jamais identifié avec certitude qui a ordonné l'assassinat du président Kennedy. Et c'est la même chose pour le crime Belkacem. À moins qu'il y ait un responsable qui assume publiquement et dise la vérité, à moins qu'il y ait des documents, qu'on rend public des documents, il y aura toujours un doute qui va subsister sur le nom de la personne qui l'a assassiné. Encore une fois, je le dis, il n'y a pas d'ordre écrit pour éliminer Karim Belkacem, signé par une personne. On sait toujours comment ça se passe. Ce sont des instructions verbales, voilà. Mais au final, on peut dire raisonnablement qui a ordonné l'assassinat de Karim Belkacem. Moi, je laisse le lecteur le découvrir. Très bien, merci beaucoup, Farid Alilat. Merci à vous. À toi, j'invite justement les auditeurs à lire votre enquête. Donc, je le rappelle, le livre s'appelle Karim Belkacem, un crime d'État, aux éditions Plomb.
il sera disponible à partir du 13 mars 2025. Au revoir et à bientôt.